C'est le jour J pour le Royaume-Uni. Les députés britanniques décideront ce soir s'ils entérinent ou non l'accord de divorce scellé avec Bruxelles. Le scrutin est prévu à partir de 20h. Réfléchissez bien à 2 fois avant de voter, a lancé hier Theresa May dans une dernière adresse aux parlementaires. Et puis Emmanuel Macron sera cet après-midi dans l'Eure en Normandie devant 600 maires de la région réunis pour l'occasion. Le chef de l'État lancera son grand débat national. Cette consultation inédite proposée aux Français jusqu'au 15 mars prochain. L'initiative est censée répondre à la crise des Gilets jaunes. Bienvenue, si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans cette édition. Il est 11h à Paris, 10h à Abidjan, édition un peu particulière pendant laquelle nous allons suivre en direct l'audience censée débuter dans quelques instants à la CPI, à La Haye. La Cour pénale internationale s'apprête à rendre aujourd'hui une décision capitale. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé pourraient se voir acquittés par la justice internationale. Leurs demandes de non-lieu de libération provisoire vont être examinées pendant près d'1h30. Et à l'issue de ce temps fort, on saura si les 2 hommes sont ou non acquittés, si le non-lieu est plutôt prononcé ou si le procès va se poursuivre à l'inverse. À cette occasion, France 24 se met évidemment à l'heure ivoirienne. Nous serons en direct avec nos correspondants à La Haye, à Abidjan. Je serai accompagnée également sur ce plateau par Marc Perelman à côté de moi, accompagné également de nombreux invités pour vous faire vivre au mieux ce temps fort. Mais avant cela, retour au reste de l'actualité internationale. Somme toute chargée aujourd'hui. Les débats à la Chambre des communes vont reprendre tout à l'heure. Ils se sont achevés hier, mais Theresa May devrait de nouveau se présenter devant les parlementaires pour une ultime intervention. C'est effectivement le jour J pour le pays, rendez-vous historique pendant lequel les députés vont devoir trancher pour ou contre l'accord de divorce scellé entre Londres et Bruxelles. Dans une ultime adresse, Theresa May a exhorté hier l'hémicycle à réfléchir à 2 fois avant de voter. Écoutez-la. Si plutôt que de partir avec un accord, cette Chambre bloquait le Brexit, ce serait antidémocratique. Et cela reviendrait à dire au peuple, nous avons été élus pour vous servir, mais nous ne le faisons pas. Donc je dis à tous les membres de cette Chambre, peu importe quelles étaient vos conclusions, pendant ces prochaines 24 heures, penchez-vous à nouveau sur cet accord. Non, il n'est pas parfait et oui, c'est un compromis. Et la première ministre britannique d'ajouter sur un ton plutôt grave, les gens regarderont cette décision dans les livres d'histoire. La Chambre des communes a donc rendez-vous ce soir à 20h heure française pour s'exprimer. À quelques heures du vote, toutes les options sont évidemment envisagées, à commencer par le rejet de l'accord, scénario à ce jour privilégié. Les explications de Julien Cheida. 1 an et demi de négociations et toujours aucune certitude. La première hypothèse est simple. Le Parlement britannique approuve l'accord sur le Brexit et entérine la sortie du Royaume-Uni le 29 mars 2019. En revanche, si les députés votaient contre l'accord, Theresa May aurait l'obligation de proposer un plan B avant le 21 janvier. Elle pourrait alors proposer de modifier l'accord, de repousser la date du Brexit, de l'annuler ou d'organiser un nouveau référendum. Jusqu'à présent, les 27 ont toujours refusé de renégocier l'accord final sur le Brexit. Dans ces conditions, il est difficile d'imaginer une modification de l'accord suffisante qui satisferait les députés britanniques. Repousser la date du Brexit ne réglerait pas non plus le problème, car en mai prochain se tiendront les élections européennes, prévues sans les Britanniques. Autre hypothèse, celle d'élections législatives anticipées dont rêve l'opposition travailliste et son leader, Jeremy Corbyn. Conséquence de ces multiples scénarios, faute d'accord, le Royaume-Uni quitterait l'Union européenne de façon unilatérale. C'est le Brexit dur. Autre hypothèse peu probable, les Britanniques resteraient dans l'Union européenne. Enfin, Theresa May reste sous la menace d'une démission forcée en cas d'alliance entre les conservateurs et les travaillistes. Et oui, il aura fallu 17 mois d'intenses négociations aux équipes de Theresa May et de Michel Barnier, le négociateur en chef bruxellois, pour parvenir à un accord de divorce. Le résultat, un projet de traité international de 585 pages. La dernière étape en date, depuis que le Royaume-Uni a scellé son destin lors d'un référendum historique. C'était le 23 juin 2016. Retour donc sur les principaux temps forts qui ont marqué ces 2 dernières années. C'est avec Noémie Roche. 24 juin 2016. Coup de tonnerre au Royaume-Uni. La veille, les Britanniques se sont prononcés pour la sortie de leur pays de l'Union européenne, avec près de 52% des voix, à la surprise générale. Le président du parti europhobe UKIP exulte.
Le Premier ministre, lui, accuse le coup. Le peuple britannique a pris une décision très claire, qui est de prendre un chemin différent. Et de ce fait, je crois que ce pays a besoin d'un nouveau leadership. Moins d'un mois plus tard, la ministre de l'Intérieur Theresa May est désignée par son parti pour succéder à David Cameron. Un chantier colossal attend la nouvelle première ministre. Le 29 mars 2017, le président du Conseil européen, Donald Tusk, accuse réception de la lettre de Theresa May qui déclenche l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les négociations de sortie du Royaume-Uni commencent et en même temps les ennuis pour Theresa May. Un mois plus tard, elle convoque des élections législatives anticipées pour consolider son pouvoir. Pari perdu, elle perd sa majorité absolue. Fragilisée, la première ministre doit s'allier au parti nord-irlandais, le DUP. Partisan du Brexit, le parti unioniste veut surtout éviter à tout prix un retour de la frontière avec la République d'Irlande. Un dossier épineux qui complique les négociations avec l'Union européenne. En décembre 2017, un accord est finalement trouvé avec la Commission européenne, mais en juillet, nouveau coup dur. Alors que la première ministre vient d'élaborer un plan de sortie de l'Union, Theresa May est lâchée par son ministre du Brexit, David Davis, et par le ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson. Ils estiment que le vote britannique serait trahi avec ce plan dit de Chequers. Un plan également rejeté en septembre par l'Union européenne. Theresa May est humiliée, mais ne renonce pas. En novembre, Bruxelles et Londres parviennent enfin à un accord. À Londres, plusieurs ministres, dont celui en charge du Brexit, démissionnent. L'accord doit désormais être ratifié par le Parlement britannique, mais faute de majorité, Theresa May décide de reporter le vote, initialement prévu le 11 décembre. Et 11h05 à Paris, 10h05 à Abidjan, tous les regards sont actuellement tournés vers cet homme. Regardez un peu, c'est lui, le juge Quino Tarfusser, le président de la chambre de première instance de la CPI. Il s'apprête à prendre la parole pour examiner cette requête présentée par la défense, rendre une décision cruciale aujourd'hui sur le sort de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet. On l'écoute. De la défense de Laurent Gbagbo afin qu'un jugement d'acquittement portant sur toutes les charges soit prononcé en faveur de Laurent Gbagbo et que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée. And on the Blé Goudet defense case, to Blé Goudet defense, no case to answer motion. So as the decision on the request for provisional release following the hearing convened by the Chamber on continued detention of the accused. The majority of Trial Chamber 1, Judge Herrera Cabucho dissenting, notes as follows. First, it is a matter of public record that in the period under scrutiny by the Chamber, i.e. November 2010, April 2011, Ivory Coast was torn by a violent political conflict in the context of the presidential elections in Abidjan and in other parts of the country. On June 23, 2011, the prosecutor of the International Criminal Court requested authorization to investigate whether crimes within the jurisdiction of the court were committed in the context of this conflict. And on 3 October 2011, Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court authorized such investigations. Following requests à la demande by the Office of the Prosecutor du procureur de la République en date du 25 octobre 2011 et le 12 décembre 2011, la Chambre
a émis des mandats d'arrêt contre les accusés le 23 novembre et le 21 décembre 2011. Monsieur Gbagbo s'est rendu à la Cour internationale le 13 novembre 2011 et M. Blégaudet en a fait de même le 22 mars 2014. Les accusations contre les chefs d'accusation contre les accusés ont été confirmées par la chambre numéro 1 d'avant le procès et la Cour internationale le 12 juin 2014 pour M. Gbagbo et le 11 décembre 2014 pour l'autre accusé. Suite à la fusion des deux affaires et la période de préparation, le procès a commencé le 26 janvier 2016 dans cette chambre. La Chambre a déclaré, après la Chambre s'est réunie pendant plus de 200 jours, a écouté les témoignages de plus de 200 témoins. Des milliers de documents ont été apportés comme preuves. Des motions, des demandes par les deux parties ont été écoutées et des décisions ont été prises par la Chambre. Suite à la conclusion de la présentation des preuves par l'accusation, la Chambre a été saisie d'une demande d'acquittement et de la libération immédiate des accusés. En attendant la résolution, les réponses à ces demandes, la Chambre a ordonné une audience pour discuter du maintien en détention des accusés le 13 décembre 2018. Pendant cette audience, les deux accusés ont demandé à être libérés, conditionnellement ou sans condition. La Chambre, ayant analysé de manière approfondie les preuves, en tenant compte et en tous les aspects factuels et juridiques, à la fois de manière orale et de manière écrite, la Cour majoritairement a décidé que la défense n'a plus besoin de soumettre davantage de preuves, puisque le procureur n'a pas apporté assez de preuves à l'appui des éléments d'accusation. Notamment, la majorité a trouvé que le procureur n'a pas démontré qu'il existait un véritable plan pour assassiner M. Gbagbo et d'autres crimes impliquant des civils. L'accusation n'a pas réussi à prouver que n'a pas apporté les preuves d'autres accusations contre les accusés. Donc, l'accusation n'a pas prouvé que des crimes ont été commis pour le compte d'un État ou pour la politique d'un État contre la population civile. Donc, l'accusation n'a pas prouvé que les paroles de M. Gbagbo et M. Brigadet ont représenté un commandement à utiliser et à utiliser des moyens criminels ou à commettre des crimes de manière sciemment ou non sciemment. La Chambre va publier son raisonnement, va publier les raisons qui expliquent sa décision. La Chambre reconnaît qu'il aurait été préférable que la décision entière soit annoncée dès maintenant. Cependant,
La loi 142.3 de la procédure dit que la Chambre doit fournir des exemplaires de sa décision dès que possible, après avoir annoncé sa décision lors d'une audience publique. Il n'y a pas de limite de temps à cet égard. La majorité pense qu'il est nécessaire que le raisonnement complet soit apporté, et que cela est plus important que l'interprétation de la Chambre. Conformément au droit international sur les droits humains. En effet, une application trop limitée de la loi 144.2 exigerait que la Chambre retarde l'annonce de sa décision en attendant qu'une déclaration écrite complète soit publiée de ses conclusions. Étant donné le volume des preuves à traiter, compte tenu du détail des soumissions des différentes parties, la majorité étant déjà parvenue à une décision par rapport aux preuves ne peut pas justifier le maintien des accusés en détention pendant le reste de la procédure. La date limite d'appel contre cette décision va commencer dès l'instant où les parties sont notifiées, sont avisées des raisons de cette décision. L'accusation pourra saisir la Chambre d'une demande en vertu de l'article 81.3c dès aujourd'hui. Pour toutes ces raisons, la Chambre, par une décision majoritaire, a décidé que l'accusation n'a pas fait la preuve de la culpabilité des accusés en vertu de l'article 86 de la loi. Donc, accorde à la défense l'acquittement de M. Gbagbo et de M. Charles Equity. Et demande la libération des deux accusés en vertu de l'article de la loi qui s'applique. J'invite le public à rester calme, à rester assis, sinon je serai obligé d'évacuer la salle. Please sit down. Veuillez rester assis and please behave. Et veuillez vous comporter comme il faut. Donc, ordonne la libération immédiate des deux accusés en vertu de l'article de la loi qui s'applique sous réserve de toute demande de l'accusation. Décide que les dates limites pour des appels commencent dès maintenant et demande et annule les autres demandes. Cela conclut l'annonce de la décision de la Chambre. Et je vais maintenant écrire au procureur pour demander si le procureur veut soumettre une demande en vertu de l'article 81 de la loi. Vos honneurs,
Tout d'abord, merci de me donner la parole. Nous avons pris note de votre résumé des raisons et des arguments. Pour que nous puissions agir de manière responsable et soumettre des contributions pleines de sens, nous devons connaître les raisons derrière votre décision. Nous ne connaissons pas les raisons qui motivent votre décision. C'est dans des circonstances exceptionnelles, car nous attendions à recevoir une décision écrite, complète, suite à votre annonce verbale. Nous aurions aimé demander 48 heures de délai pour réagir de manière responsable aux raisons pour votre décision. Nous ne pouvons pas le faire. Nous voulions également dire qu'en vertu de la loi, certes, la loi dit qu'on peut, dans des circonstances exceptionnelles, ordonner un maintien en détention. Nous allions plaider en faveur d'une libération des accusés. Mais nous ne pouvons pas soumettre quoi que ce soit actuellement, car nous n'avons pas encore reçu le jugement. Donc à ce stade, je recommande une levée de séance, qu'on lève la séance pendant 30 minutes pour qu'on puisse évaluer les autres voies de procédure qui restent à notre disposition. Si vous le permettez. Je crois qu'il serait sage il y a un avis contraire au nôtre. Permettez-moi d'intervenir. Je vous ai demandé si vous aviez un article, une question particulière à poser. Et si vous êtes d'accord pour retarder, pour reporter l'audience jusqu'à demain matin 10 heures. Vous pouvez dire oui, et demain, vous pouvez revenir sur votre décision. Donc, vous avez jusqu'à demain 10 heures pour y réfléchir. Ce pourrait être une solution. Merci, Monsieur le juge. Nous sommes d'accord pour qu'on se réunisse demain matin à partir de 10 heures. Donc, ma question est, est-ce que vous voulez encore faire une question en vertu de l'article en question? Est-ce que vous êtes prêt à poser votre question dès maintenant? Non, car la décision, nous ne connaissons pas la décision. Donc, nous reportons la séance à demain matin et l'ordre définitif est suspendu jusqu'à demain. La séance est suspendue. Voilà, vous venez de vivre en direct avec nous cette suspension d'audience réclamée par le procureur de la CPI, accordée par le président de la Chambre de première instance, Marc Perelman, le président de la Chambre qui a quand même eu le temps de lire sa décision, d'où cette interruption de séance. Le procureur visiblement ne s'attendait pas à un tel scénario, il s'attendait à une formulation écrite de la réponse de la Cour. Laurent Gbagbo et Charles Blégoudet sont donc acquittés. Leur libération immédiate a été réclamée donc par le président de la Chambre. Interruption d'audience là maintenant, ce qui signifie quoi? Que le procureur va étudier les recours possibles pour s'opposer à cette décision. Oui, alors tout d'abord, c'est une décision historique très importante. L'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blégoudet, ça veut dire qu'ils sont innocents.
Et il y a eu cette espèce d'incident un petit peu surréaliste de séance où on a compris que la décision complète des juges de première instance n'a pas été communiquée pour des raisons techniques au procureur, qui a affirmé qu'il ne peut donc pas se prononcer sur un appel de cette décision. Normalement, ça doit être fait de façon manuscrite, c'est cela visiblement Écoutez, visiblement, la procédure n'a pas été suivie, ce qui est un petit peu surprenant, quand même. Oui. Nous sommes à la Cour pénale internationale, c'est un procès qui dure depuis des années. On aurait pu penser que ce qui a été décidé aujourd'hui serait transmis de façon normale, selon les procédures habituelles. Visiblement, ce n'est pas le cas, donc on a cette espèce de développement inattendu de suspension de séance. Mais ne perdons pas de vue qu'une décision très importante a été prise, parce qu'il y aurait pu avoir un non-lieu, une poursuite du procès, peut-être contre l'un des accusés ou l'autre. Là, non, c'est acquittement pour les deux. Ils sont donc innocents. Le juge a expliqué que la décision, qui est à la majorité, ce n'est pas l'unanimité, il y a un des juges qui n'est pas d'accord, donc ce sera intéressant de voir quels sont ses arguments, mais que les crimes dont ont été accusés Charles Blé Goudet et surtout Laurent Gbagbo, de crimes contre l'humanité. Il y avait 4 chefs d'inculpation. Les preuves n'ont pas été apportées, n'ont pas été réunies à travers les documents, à travers les témoignages. 82 témoignages au total. 82 témoignages, mais ils se sont arrêtés parce que ces témoignages n'allaient pas dans le bon sens de l'accusation. C'est pour ça que la défense a immédiatement, en juillet dernier, senti que ces témoignages ne marchaient pas et qu'il y avait un problème au niveau de l'accusation. Ils ont donc demandé l'acquittement. Et le pari a été gagnant, parce qu'aujourd'hui, c'est l'acquittement qui a été prolongé, la libération immédiate de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudet. Donc c'est une victoire très claire de la défense de Laurent Gbagbo. C'est un échec de plus, je devrais dire, pour la Cour pénale internationale. Il y a eu la libération de Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président congolais, qui a joué un rôle, ne serait-ce qu'indirect, dans l'élection qu'on vient de voir. Il y avait il y avait eu l'épisode du Kenya, du président kenyan, Uhuru Kenyatta. Là aussi, ça s'était mal terminé. Donc c'est vrai que c'est un échec cuisant pour l'accusation, parce qu'il y aurait pu avoir non-lieu, poursuite sur certains des chefs d'inculpation du procès. Là, rien du tout. Les juges ont rendu leur verdict. Donc on saura demain, d'ici 24 heures, si le procureur va faire appel. Mais c'est vrai que c'est une décision. On n'en doute pas, vu sa réaction il y a quelques instants. On n'en doute pas, mais visiblement, ça va être quand même très très difficile. Donc reste à voir ce qui va se passer concrètement. La libération immédiate a été ordonnée. Ça ne va pas être dans les minutes qui suivent. Ça pourrait se faire dans la semaine. Ça pourrait se faire très rapidement. D'après nos correspondants à la Hague, ça va se faire de toute façon assez rapide. Donc c'est une question de jours, et c'est important, parce que l'acquittement, ça veut dire donc qu'ils sont innocents de toutes les charges. Ce n'est pas un non-lieu sur les charges qui aurait pu éventuellement amener le procureur à présenter d'autres charges. Là, ils sont innocents, ils sont libérés, et ils peuvent donc, en théorie, partir, et y compris rentrer en Côte d'Ivoire. La signification n'est pas la même, évidemment, notamment pour les Ivoiriens. On a hâte de retrouver notre correspondant Thaïs Brook, qui se trouve dans l'un des fiefs pro-Gbagbo à Yapougon, où, si vous nous suivez, des écrans ont été dressés pour que la population, notamment les partisans d'anciens présidents, puissent suivre cela ensemble. On imagine les scènes de liesse, on n'a pas encore on les les images. On les a déjà vus il y a un mois, parce qu'il y avait eu une rumeur qui s'est avérée fausse de libération de Laurent Gbagbo, et ça avait été même annoncé par certains responsables du parti qui ont dû se rétracter en catastrophe. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très attendu par ses partisans, et c'est quelque chose qui aura évidemment un impact sur la scène politique ivoirienne. Alors qu'une élection se profile dans moins de 2 ans. Voilà, parce que Laurent Gbagbo a envoyé des signes, sentant sans doute le vent tourner, qu'il comptait reprendre la mainmise sur son parti, le FPI, le Front Populaire Ivoirien, qui est très divisé. Et là, évidemment, son retour, on a aussi annoncé sa possible alliance avec Henri Konan Bédié, l'ancien président, contre Alassane Ouattara, le président actuel, dans la perspective de l'élection de 2020. Donc c'est une décision de justice très importante, mais c'est une décision qui aura aussi un impact politique sur la scène considérable en Côte d'Ivoire. Reste à voir ce que Laurent Gbagbo pèse politiquement en Côte d'Ivoire, mais en tout cas c'est un tremblement de terre. On ira poser la question tout à l'heure à Thaïs Brook lorsque la liaison sera opérationnelle. Peut-être un mot, alors on n'a pas l'image derrière vous, on l'a régulièrement, l'image de Laurent
Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudet. On va peut-être se focaliser sur Laurent Gbagbo lui-même. Impassible au moment où le mot acquittement est prononcé, ça veut dire quoi? Il s'était préparé, il s'attendait à ce résultat. En tout cas, on sait que ses proches, eux, ont déjà tout préparé pour ce retour au pays. Oui. Clairement, il a senti son entourage, ses avocats sentaient que le procès s'était retourné, en effet, contre le procureur et donc en faveur de Laurent Gbagbo. On les voit ces images derrière vous. On voit absolument. cette scène. Absolument. Cette scène de liesse. Laurent Gbagbo a aussi, par exemple, il y a un livre d'entretien qu'il a donné à un journaliste qui est sorti où, en effet, il parle quand même, éventuellement, même si c'est en termes pas totalement affichés, de sa volonté de revenir en Côte d'Ivoire. Reste à savoir de quelle façon son épouse Simone Gbagbo a été libérée il y a quelques mois. Amnistié et rentré au pays, on s'en souvient l'été dernier, et voilà. On a vu l'accueil qui lui a été réservé. Voilà, et donc c'est vrai que reste à voir comment le pouvoir actuel va accueillir ce possible retour de Laurent Gbagbo. Alors il aura peut-être la volonté de se présenter comme un réconciliateur après toutes ces accusations. Mais c'est vrai qu'il a quand même été accusé, et là on a parlé souvent dans ce qu'on appelle l'expression de plan commun qui avait été manigancé par Laurent Gbagbo et son entourage pour mener cette répression qui a fait, selon l'ONU, 3000 morts au moins en Côte d'Ivoire en 2010-2011. Les crimes contre l'humanité sont quand même les crimes les plus graves. Et là, le fait qu'il ait été innocenté, c'est clairement une chose très importante pour lui, mais c'est quand même quelque chose de terrible et peut-être un coup fatal. Je pèse mes mots, mais un coup fatal à la Cour pénale internationale qui est déjà remise en cause en raison de ses échecs répétés, en raison de la perception, notamment sur le continent, qu'elle ne cherche à juger que des Africains, mais si ces procès, ou en tout cas ces procédures, se terminent, et, si je peux dire, en eau de boudin, ça va commencer à faire beaucoup pour la Cour pénale internationale. On va se tourner vers là et où se trouve notre correspondante Stéphanie Mopa. Stéphanie installée au milieu de cette salle d'audience où s'exprimait il y a quelques instants encore le président de la première chambre. Stéphanie, les tentatives précédentes de la CPI afin de juger des personnalités politiques, la plupart en Afrique, ont toutes rencontré des obstacles. Et cette fois encore, visiblement, puisque l'acquittement a donc été prononcé pour Laurent Gbagbo et pour Charles Blé Goudet. Oui, effectivement, un acquittement. Les juges ont expliqué qu'ils n'avaient pas de preuves suffisantes qui démontreraient que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet auraient participé, mis en œuvre un plan commun. Ça, c'est dans un premier temps. Et puis, dans un second temps, que ce plan commun visait spécifiquement les civils favorables à Alassane Ouattara. Ce sont les deux points principaux sur lesquels les juges ont expliqué leur décision d'acquitter. Alors, il faut souligner que c'est un acquittement à la majorité, c'est-à-dire que l'une des trois juges a décidé de formuler une opinion dissidente. Elle aurait poursuivi, elle, le procès. Mais cette décision d'acquittement, le point principal, c'est le fait que le procureur n'a pas apporté les preuves de l'existence d'un plan commun ciblant des civils favorables à Alassane Ouattara et qui constituait un crime contre l'humanité. Alors, les juges ont ordonné la libération immédiate de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet, mais pour l'instant, cette décision est suspendue, le temps pour le procureur de répondre à la décision des juges, parce que les juges n'ont pas motivé par écrit leur décision et le procureur a expliqué en fin d'audience qu'il n'avait pas d'éléments pour y répondre dans l'immédiat et pour dire sur quoi il avait l'intention de faire appel, parce qu'on sait qu'il a l'intention de faire appel. Il l'avait annoncé au mois de décembre. Alors Laurent Gbagbo, âgé de 73 ans, est en détention depuis plus de 7 ans. Maintenant, la libération immédiate a été demandée tout à l'heure par le président de la Chambre. Que va-t-il se passer maintenant que l'acquittement a été prononcé ? Alors, ils vont être libérés, mais la décision, le débat en quelque sorte, enfin on attend la réponse du procureur, c'est-à-dire à savoir s'il fait appel, s'il demande à ce que cet appel soit suspensif de la mise en libération. Et tout ça sera plaidé lors d'une audience qui aura lieu demain matin à 10h. On saura ensuite ce qu'il en sera. Pour l'instant, on ne peut pas difficilement préjuger, mais est-ce que la Chambre d'appel se réunira
en urgence pour dire si l'appel est suspensif, et si on suspend la mise en libération avant de se prononcer sur le fond, ou si les accusés sont libérés immédiatement. Il faut savoir que la jurisprudence de la Cour montre que à chaque fois qu'il y a eu des situations similaires, les juges de la chambre d'appel n'ont pas suspendu la demande de mise en libération. Donc une fois que cette demande de libération sera confirmée, à ce moment-là, les deux accusés se prépareront à partir. Donc après, il y a le départ de la prison qui prend toujours quelques heures, et puis ensuite, ils sont libres de se rendre là où ils veulent. Donc voilà. Voilà, il y a beaucoup de questions d'incertitude évidemment qui sont posées, notamment premier endroit où ils se rendront une fois qu'ils auront été libérés. Merci Stéphanie, vous restez avec nous. On continue à vous faire vivre cette décision. Et évidemment, on se tourne vers Abidjan, vers la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui attendaient cette décision avec impatience. Une partie des Ivoiriens, les partisans de Laurent Gbagbo, son camp, se sont réunis notamment à Yopougon, où nous retrouvons notre correspondant Thaïs Brook. Yopougon, où un écran a été dressé pour permettre à la population de suivre l'audience en question. On imagine, on n'a pas encore l'image Thaïs, mais vous allez nous le confirmer, on imagine les scènes de liesse au moment où le mot acquittement et libération ont été prononcés par le président de la Chambre. Exactement, ce sont des explosions de joie. Il y avait une grosse centaine, voire 200 personnes qui étaient réunies à Yopougon, qui est un quartier considéré comme plutôt favorable à l'ex-président Laurent Gbagbo. Eh bien oui, effectivement, ce sont des scènes de liesse, de joie. Les gens se sont pris dans les bras. On dit enfin la justice, enfin notre héros Laurent Gbagbo a été acquitté. Alors c'est évidemment cette décision qu'ils attendaient, parce que il y avait un certain sentiment d'injustice, notamment après l'amnistie décidée par Alassane Ouattara l'été dernier, qui avait amnistié 800 personnes pour des crimes en lien avec la crise post-électorale. Eh bien, Charles Blé Goudet et Laurent Gbagbo étaient selon eux, le seul à faire face à la justice. Écoutez, aujourd'hui, ils sont acquittés. Nous n'avons pas encore de nouvelles du côté des victimes qui s'étaient rassemblées pour leur part hier pour justement protester contre une éventuelle libération de Laurent Gbagbo. J'imagine que chez eux, c'est évidemment la déception. En tout cas, nous vous tiendrons au courant un petit peu tout au long de la journée de l'évolution des choses, notamment dans le camp des pro-Gbagbo et puis du côté des victimes. Une dernière question, Thaïs, avant de vous retrouver peut-être à l'image. On comprend qu'autour de vous, ça bouge assez, ça réagit à cette décision de la CPI. Une question concernant un éventuel retour, et forcément, on s'y attend, de Laurent Gbagbo au pays. Dans moins de 2 ans, il y a une élection qui va se tenir, et son camp se tient prêt, évidemment, prêt à l'accueillir, à le retrouver au pays. Écoutez, effectivement, ça change tout. C'est un petit peu compliqué de dire à l'heure actuelle comment ça va se passer. Il y a le FPI, son parti, est déchiré depuis 5 ans entre 2 branches. D'un côté, il y a la branche dirigée par Pascal Affiane-Guessant, et puis de l'autre, les Gbagbo ou rien. Les Gbagbo ou rien qui ont boycotté les élections depuis 2011. On sait qu'il y a un rapprochement aussi entre ces 2 branches. En tout cas, il y a des prises de contact entre ces 2 branches et le PDCI d'Henri Konan-Bédier pour faire une sorte de coalition en opposition au RHDP d'Alassane Ouattara en vue de la présidentielle qu'il y a dans 2 ans. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'à moins de 2 ans de la présidentielle, alors que cet échiquier politique est en pleine recomposition, un retour de Laurent Gbagbo va chambouler les rapports de force. Ensuite, la question est, est-ce qu'il pourra se présenter? C'est un peu compliqué de répondre à cette heure-ci parce qu'il a été condamné ici en Côte d'Ivoire par contumace à 20 ans de prison pour ce qui était considéré comme le braquage d'une banque lors de la crise. Alors, est-ce que s'il rentre, il va être mis en prison? Est-ce qu'il pourra se représenter? Toutes ces questions restent en suspens aujourd'hui. Merci beaucoup Thaïs Brook, en réaction donc depuis la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens évidemment très attentifs à ce qui va suivre. Mais déjà cette annonce et cette décision, on l'a vécu ensemble, Marc, il y a quelques instants. Cette décision, l'acquittement, la demande de libération immédiate. Il y a eu donc depuis cette requête formulée par le procureur la suspension d'audience.
rendez-vous a été donné demain matin, a priori à 10h. On se retrouvera donc avec Stéphanie aussi en direct de la Cour pour savoir si l'appel, si un appel est prononcé, demandé ou pas par le procureur. On imagine que oui, ce serait en tout cas logique. Un mot peut-être sur ce que cela change pour la Côte d'Ivoire. On a fait un virage à 180 degrés en quelques secondes là, en prononçant cet acquittement. C'est vrai que c'est un événement très important par rapport à la crise de 2010-2011, par rapport à la CPI. On sait que le président Alassane Ouattara a dit il y a plusieurs années qu'il n'enverrait plus d'Ivoiriens à la Cour pénale internationale, et les partisans de Laurent Gbagbo ont eu beau dire pendant des années que la Cour n'a examiné qu'un seul camp, le leur, et pas celui d'Alassane Ouattara, et évidemment ils auront beau jeu d'affirmer que, en plus, les accusations n'étaient pas fondées, en tout cas en droit, puisque l'acquittement de leur leader a été prononcé il y a quelques minutes par la CPI. Donc c'est vrai que ça change. Alors tout le monde s'interroge en effet sur les intentions de Laurent Gbagbo. Alors il a coécrit un livre qui est sorti il y a quelques semaines, dans lequel il s'exprime sur sa volonté. Il dit, je vais vous le citer, « Mon ambition, c'est de revenir chez moi, en Côte d'Ivoire. J'ai réservé une maison pour m'accueillir. J'ai déjà fait acheter des matelas pour remplacer ceux que l'on m'a volés pendant la crise. » On lui a posé la question, est-ce que vous voulez être candidat à l'élection de 2020 ? Il a fait une réponse un petit peu énigmatique. Il n'est pas indispensable d'être président pour faire de la politique et se rendre utile. La Côte d'Ivoire, l'Afrique, c'est ma vie. Je serai toujours concerné par leur destin. Donc, c'est vrai qu'il est en effet prudent en raison de ce que Thaïs Brook vient d'évoquer, c'est-à-dire qu'il y a peut-être encore des poursuites éventuelles contre lui en Côte d'Ivoire. On a un petit peu du mal quand même à s'imaginer qu'Alassane Ouattara va accueillir Laurent Gbagbo les bras justement, ouverts. Alassane Ouattara, on n'en parle pas trop là, mais c'est lui qui a amnistié son épouse, Oui. Simone Gbagbo, l'été dernier. Il a été discret. Est-ce qu'il s'est exprimé sur le sujet là ces On va voir. derniers jours? Il va devoir s'exprimer sur le sujet assez rapidement. Ce qui se passe, par contre, et politiquement qui est intéressant, c'est que, en effet, il y a une recomposition qui va être accélérée par cette décision de la CPI, de la scène politique ivoirienne. C'est-à-dire qu'on voit qu'Alassane Ouattara, l'alliance qu'il avait forgée avec l'ancien parti unique, le PDCI, et l'ancien président Henri Konan Bédié, aujourd'hui cette alliance a explosé en vol. Et Henri Konan Bédié a affirmé qu'il avait envoyé des émissaires à Laurent Gbagbo à La Haye pour former une alliance avec Gbagbo contre Ouattara. Donc c'est vrai que si Laurent Gbagbo se retourne avec un des alliés de Ouattara contre Alassane Ouattara, ça change la donne quand même pour l'élection de 2020. Et à défaut d'être président ou candidat, Laurent Gbagbo pourrait être un faiseur de roi dans l'élection qui vient en Côte d'Ivoire, ce qui serait quand même un sacré retournement de situation entre prisonniers à La Haye accusés des plus graves crimes, les crimes contre l'humanité, et potentiel faiseur de roi dans l'élection présidentielle à venir en Côte d'Ivoire. On voit qu'en quelques minutes, le sort de Laurent Gbagbo a radicalement changé. Il faut évidemment attendre de voir s'il y aura appel et si la chambre d'appel confirme la libération immédiate de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudet, et surtout savoir ce qu'ils vont faire. Stéphanie Maupas, toujours en direct de la CPI à l'intérieur de la salle d'audience. Stéphanie, on n'avait pas l'image tout à l'heure, mais la présidente de la Chambre, alors qu'il rendait sa décision, s'est brièvement interrompue, a demandé à des personnes, et on imagine, c'était pas les partisans de Laurent Gbagbo de s'asseoir, de ne pas quitter la salle. Est-ce qu'il y a des réactions du collectif de victimes qui réunit 8000 personnes? Il y a eu 3000 morts pendant cette crise post-électorale. Évidemment, on pense à eux aujourd'hui, alors que l'acquittement a été prononcé. Y a-t-il déjà des réactions à La Haye? Pour l'instant, non, il n'y a pas de réaction. Il y a eu effectivement ces cris de joie des partisans de Laurent Gbagbo. Pas de réaction pour l'instant du côté des victimes. Il faut savoir qu'ils sortaient juste de la salle d'audience. Maintenant, il est vrai que les juges ont rappelé qu'il y avait eu une guerre en Côte d'Ivoire, qu'il y avait eu des événements, qu'il y avait eu des victimes de ces crimes. Et il faut bien préciser que cet acquittement ne signifie pas qu'il n'y a pas de victimes de ces crimes, et qui signifie simplement que
que des preuves de crimes contre l'humanité n'ont pas été apportées. Le crime contre l'humanité, c'est un crime spécifique qui est difficile à prouver puisqu'il faut démontrer qu'il existe un plan, qu'il existe une politique qui cible délibérément des civils. Et sur ce point-là que les juges se sont prononcés, ils ne sont pas prononcés sur les victimes. Ils n'ont pas dit qu'il n'y avait pas eu de victimes en Côte d'Ivoire, et c'est pas du tout ce que peut dire un tel acquittement. Ce que dit un acquittement comme celui-là, c'est que les deux accusés ne sont pas coupables des crimes pour lesquels ils étaient accusés. Donc c'est quand même quelque chose de très précis. Donc voilà quoi. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé en Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, Marc parlait du symbole que cela revêt pour la justice internationale. Je crois que vous avez eu même les mots suivants, un coup fatal que cela peut porter à la CPI après les précédents échecs. On l'a rappelé tout à l'heure, Jean-Pierre Bemba, l'été dernier, Uhuru Kenyatta également. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette question, plus que jamais, va être relancée? On a parlé de justice internationale en panne. Est-ce que vous pensez que cela sonne la fin, carrément, de la justice internationale aujourd'hui, cette décision? Alors la fin de la Cour pénale internationale, je ne sais pas, c'est néanmoins une lourde bureaucratie, une institution qui est malgré toutes ces erreurs qui est très bien implantée. Maintenant, est-ce que dans les prochaines années, elle ne jugera que des seconds couteaux, que des chefs de milice, la seule chose jusqu'ici qu'elle a été capable de faire réellement, puisqu'elle a obtenu 3 condamnations contre des miliciens, des seconds couteaux. C'est pas ce qu'on attendait de cette Cour internationale. Et c'est vrai que ça porte un coup très important à sa crédibilité. Alors, je me méfie parce qu'on avait déjà parlé de coup fatal lorsque M. Kenyatta avait bénéficié d'un non-lieu. On avait parlé de coup fatal lorsque Jean-Pierre Bemba avait été acquitté en juin dernier. Donc là, coup fatal ou non, c'est difficile de dire. Il est vrai que le climat n'est pas en faveur d'une telle cour internationale. Beaucoup d'États luttent contre cette cour, et des États qui sont puissants, les États-Unis, la Russie, la Chine, ne sont pas favorables à cette Cour qui est considérée comme un organe supranational au-dessus des États et qui va à l'encontre de leur propre souveraineté. Donc il y a effectivement beaucoup d'ennemis de cette Cour. Ces ennemis vont trouver des éléments supplémentaires avec l'acquittement de Laurent Gbagbo et avec cette succession d'échecs qu'enregistre la Cour. De là à dire qu'elle fermera ses portes demain, je pense que c'est pas très réaliste. Et que l'idée de justice internationale perdure. C'est-à-dire que si c'est pas devant une cour internationale, l'idée de poursuivre, de lutter contre l'impunité ou de poursuivre des criminels de masse reste une donnée importante et qui s'enracine finalement de plus en plus. On voit maintenant beaucoup de gens demandent à ce que cette justice se déroule sur le territoire où ont été commis les crimes, qu'on retourne non plus à cette justice supranationale qu'on soupçonne d'être instrumentalisée et qui l'est parfois, mais que ça se passe, que les procès se déroulent devant les justices nationales avec des juges internationaux, des juges censés être indépendants et impartiaux. Et c'est un peu le système qu'a mis en place par exemple la Centrafrique avec la Cour pénale spéciale, qui est censé juger les criminels de guerre dans son pays, mais qui reçoit un soutien international avec des responsables internationaux, un procureur ou juge qui conduisent les procès sur le sol de la Centrafrique. Donc, autant on peut dire que la Cour prend un coup vraiment important aujourd'hui, la justice internationale continuera d'exister, plus ou moins bien, mais elle continuera d'exister. Le mouvement est assez puissant pour perdurer. Merci beaucoup Stéphanie, nous avoir fait vivre ce temps fort en direct de La Haye. Avant de recueillir une réaction, celle de la FIDH, nous sommes avec Florent Gel, notre invité. Je vous propose d'écouter à nouveau cette décision donc rendue et prononcée ce matin par le président de la Cour pénale internationale, par le président de la première chambre plutôt. Écoutez-le. Par la présente, la Chambre décide à la majorité que le procureur a échoué à apporter la preuve au sens de l'article 66 du statut de Rome.
La Chambre fait droit aux demandes d'acquittement concernant l'ensemble des charges retenues contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet, et la Chambre ordonne la mise en liberté immédiate des deux accusés en application de l'article 81. Et nous sommes en direct avec Florent Gel de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme. Merci d'être avec nous en réaction donc à cette décision prononcée il y a un peu moins d'une heure maintenant et que l'on suit en direct, continue à suivre sur cette antenne. Qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui pour vous Alors certains diront nouvel échec pour la CPI à juger un ancien dirigeant, chef d'État africain, en l'occurrence président ivoirien, l'acquittement et la demande de libération immédiate. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Ces acquittements signifient d'abord l'impunité totale, puisque aussi bien au niveau de la Cour pénale internationale que de la justice ivoirienne, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de responsables des crimes qui ont été commis pendant la crise post-électorale de 2010 et 2011, c'est-à-dire que les 3000 victimes environ de la crise post-électorale, leurs familles et l'ensemble de la société ivoirienne n'ont pas de responsables à ces meurtres, à ces massacres, à ces exécutions sommaires qui ont eu lieu pendant cette crise post-électorale. Puisque vous savez que non seulement il y a l'acquittement devant la Cour pénale internationale, mais également l'Assemblée nationale ivoirienne a validé l'ordonnance d'amnistie prise par le président Ouattara en août dernier et validée par l'Assemblée nationale en décembre. Donc que ce soit en Côte d'Ivoire ou devant la CPI, il n'y a plus vraiment de responsable de la crise post-électorale, de haut responsable de la crise post-électorale qui sera inquiété par la justice. Et ça veut dire l'impunité totale. C'est évidemment un échec supplémentaire pour la Cour pénale internationale, essentiellement dans son âge premier, puisque là on est en train de payer en fait les années Moreno Campo, le premier procureur de la Cour pénale internationale, qui avait beaucoup politisé la CPI, qui avait pris des stratégies d'abord de poursuivre un camp et puis tenter de poursuivre l'autre, mais on voit bien qu'il y a eu un sentiment d'une justice non seulement à deux vitesses, d'une justice de vainqueur qui n'a pas aidé la Cour, et puis également un manque probablement de technicité pour prouver ces crimes, et ça montre aussi que la Cour pénale internationale, dans son travail aujourd'hui, elle rencontre plusieurs difficultés, celle d'arriver à prouver la responsabilité de ces plus hauts responsables, arriver à prouver que les décideurs politiques ordonnent, planifient, réagissent, donnent des ordres, etc. C'est très compliqué. Malgré les 82 témoignages, ce n'est pas rien, les milliers de documents présentés à la Cour pendant ces 3 dernières années, vous diriez aujourd'hui un échec de plus pour la CPI ou un échec de trop ? Un échec de plus. Je suis pas sûr que ce soit la fin de la CPI, bien au contraire, ou de la justice internationale. En tout cas, c'est la fin d'une époque, c'est la fin d'une période, et il va falloir travailler différemment pour rendre responsables ces plus hauts dirigeants. Mais la Cour pénale internationale a été créée pour ça. On l'a peut-être aussi investi d'un très grand rôle, c'est-à-dire que quand toutes les solutions politiques avaient échoué, on a appelé la Cour pénale internationale à la rescousse, en lui donnant pas forcément les moyens d'action, et puis aussi une vision un peu restrictive. On connaît pas en fait aussi la motivation des juges, ils l'ont pas donné, donc c'est difficile d'expliquer totalement cette décision. Mais ce que l'on sait, c'était la même situation dans le cas de Jean-Pierre Bemba, c'est-à-dire que la pierre de voûte de la justice internationale, c'est de dire que les responsables, s'ils n'ont pas empêché les crimes qui ont été commis ou s'ils les ont pas sanctionnés, sont responsables des crimes qui sont commis par leurs subordonnés. Et dans l'affaire Bemba, on a abandonné cette conception de ce qu'on appelle la responsabilité du supérieur hiérarchique, et c'est probablement aussi cette notion qui a été abandonnée dans l'acquittement de Gbagbo et de Blé Goudet. Et par conséquent, il est très difficile d'arriver à prouver que que Laurent Gbagbo, dans son bureau, a donné tel ordre oral à telle personne. S'il n'y a pas de document écrit, s'il n'y a pas de témoins qui veulent
se confesser sur le fait que Laurent Gbagbo a dit tel jour telle chose et tel ordre, eh ben effectivement c'est très compliqué que de le prouver. Or, qui peut croire aujourd'hui que Laurent Gbagbo n'a pas joué un rôle dans la crise post-électorale? Enfin, on a mené de nombreuses enquêtes, on est constitué partie civile aux côtés des victimes devant la justice ivoirienne. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a eu quand même un système, il y a eu une constellation de groupes armés qui ont commis des crimes, et tout ça s'est fait sous le commandement des autorités politiques ivoiriennes de l'époque. Donc on peut pas dire je suis responsable de rien. Alors c'est sûr, encore faut-il le prouver judiciairement, et c'est là où pour la Cour pénale internationale c'est extrêmement compliqué. Mais n'oublions pas que il y a comme une entente politique de tout le monde dans la crise ivoirienne pour considérer que il faut faire table rase du passé et passer à autre chose, puisque les pro-Ouattara qui ont commis aussi des crimes ne y seront pas. Y compris avec Alassane Ouattara, si je vous suis bien donc. Bien dont sûr, on attend une évidemment. Réaction évidemment aujourd'hui. Évidemment, l'amnistie en Côte d'Ivoire est passée assez largement inaperçue, mais au nom de la réconciliation nationale, on absout tout le monde de ces crimes. C'est ce qui s'est passé également en 2001, et les mêmes causes produisant les mêmes effets. On arrive à une situation politique complètement ubuesque, où en fait, on se retrouve dans une configuration, je dis pas identique, mais assez similaire, 8 ans après, où les mêmes acteurs politiques vont se retrouver en face à face, en chien de faïence, pour pouvoir éventuellement s'affronter à la prochaine élection présidentielle en 2020. C'est-à-dire qu'on revient à la case départ, et la tension politique en Côte d'Ivoire risque de ne pas retomber, voire de reproduire des violences politiques, puisqu'on n'a pas fait œuvre de justice, on n'a pas fait œuvre de réconciliation, et il est fort à parier que les tensions politiques recommenceront. Merci beaucoup Florent Gel d'avoir été avec nous. Merci en réaction à cette décision. Je me tourne vers vous, vous aurez le mot de la fin Marc. Cette réconciliation nationale que Florent Gel évoquait à l'instant, elle a été lancée, on n'y est pas encore aujourd'hui. On n'y est pas encore, mais on ne sait pas ce que cette décision va vouloir dire au niveau de la réconciliation nationale. Peut-être que ça va aider. Peut-être que les partisans de Laurent Gbagbo, si on leur tend la main, d'autres partis politiques le font. Et si Laurent Gbagbo lui-même a une volonté d'apaisement, une volonté de se racheter, de laver son image définitivement au pays, tout ça peut jouer dans le sens de la réconciliation. On l'a entendu, Alassane Ouattara a fait plusieurs gestes. Alors c'est vrai que la réconciliation politique se fait au détriment sans doute de la justice. C'est un échec peut-être pas de la Cour pénale internationale, mais en tout cas du procureur. Je me souviens très bien avoir interviewé le premier procureur, Luis Moreno Ocampo, qui a lancé des accusations, y compris ici, sur ce plateau même, contre Charles Blé Goudet. À l'époque, on l'a accusé d'être un petit peu léger dans ses accusations, et aujourd'hui, c'est vrai que c'est l'addition qui se paie de cette stratégie un petit peu peut-être légère en termes de preuves, plutôt politique du premier procureur de la Cour pénale internationale. Merci beaucoup Marc de nous avoir accompagnés. C'est la fin de cette édition spéciale. On marque une courte pause. On se retrouve évidemment dans quelques instants pour continuer à commenter, à vous faire vivre aussi les réactions côté ivoirien. On retrouvera Thaïs Brook et nos invités en réaction donc à cette décision, l'acquittement prononcé pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet. Si vous nous rejoignez, la demande de libération immédiate a été formulée également par le président de la Cour. À tout de suite. Certains voient en l'Artémisia annua une plante dangereuse. Je n'oserais jamais donner ceci à mon propre enfant. Elle est pourtant consommée depuis 2 millénaires en Chine pour soigner la malaria, et des paysans la cultivent aujourd'hui en Afrique. Dès qu'on a de la fièvre, on ajoute une petite pincée d'Artémisia et on le boit, et la fièvre disparaît. Il n'est pourtant pas si facile de s'en procurer. Artémisia annua est une jolie plante qui est très efficace, mais interdite en France. On n'a pas le droit d'interdire de guérir des gens avec une herbe médicinale. L'Artémisia ne semble dangereuse que pour ceux qui font de la malaria un business. J'étais interpellé par un grand dépôt pharmaceutique à Kindu. Il m'a dit, monsieur, vous êtes en train de piétiner sur nos business. Et nous, du jour au lendemain, on nous a coupé tous les fonds. Malaria Business, une enquête exceptionnelle à découvrir dans Reporter le Doc sur France 24.
Je suis Mélina Huette, la correspondante de France 24 à Madrid. Je couvre pour vous l'actualité en Espagne, mais aussi au Portugal. Retrouvez-moi dans Paris Direct et dans les journaux de France 24. Mélina Huette, l'une des 200 correspondants de France 24 dans le monde. Soyez prêts à affronter l'hiver devant la météo avec l'entretien hiver Midas. Midas, pour vous, on se dépasse. C'était la météo avec l'entretien hiver Midas. Midas, pour vous, on se dépasse. France 24, le monde en direct. Un réseau mondial d'observateurs. France 24, des correspondants et des reporters sur tous les terrains pour vous offrir le meilleur de l'actualité. France 24, une fenêtre ouverte 24 heures sur 24 sur le monde. À la une de l'actualité, l'acquittement prononcé pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. La CPI vient de rendre ce matin sa décision d'ordonner la libération immédiate de l'ancien président ivoirien, de son ex-ministre, faute de preuves de leur responsabilité dans les violences post-électorales. La Cour les juge donc innocent de ces crimes. Le procureur a lui réclamé une suspension d'audience. Il dira demain s'il fait ou non appel de cette décision. On assiste en tout cas depuis côté ivoirien, côté pro-Gbagbo, à des scènes de liesse. On retrouvera sur place évidemment notre correspondant Thaïs Brook pour prendre la température 1 heure seulement après cette annonce. C'est le jour J pour le Royaume-Uni. Les députés britanniques vont décider ce soir s'ils entérinent ou non l'accord de divorce scellé avec Bruxelles. Le scrutin est prévu à partir de 20h. Réfléchissez bien là 2 fois avant de voter, a lancé hier Theresa May dans une ultime adresse aux parlementaires. Et puis Emmanuel Macron sera cet après-midi dans l'Eure en Normandie devant 600 maires de la région réunis pour l'occasion. Le chef de l'État lancera son grand débat national. Cette consultation inédite proposée aux Français jusqu'au 15 mars prochain. L'initiative est censée répondre à la crise des gilets jaunes qui se poursuit sur le territoire. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans cette édition. Ces partisans rêvaient depuis des semaines, des années même d'un tel scénario. La CPI, la Cour pénale internationale, a donc prononcé ce matin l'acquittement pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, l'ancien président ivoirien, son ex-ministre, qui faisait face à 11h ce matin à leur juge, tous deux emprisonnés, je le rappelle, à La Haye depuis 7 années maintenant. Leur libération immédiate a été réclamée par le président de la première chambre. Écoutez. The chamber
Par la présente, la Chambre décide à la majorité que le procureur a échoué à apporter la preuve au sens de l'article 66 du statut de Rome. La Chambre fait droit aux demandes d'acquittement concernant l'ensemble des charges retenues contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet, et la Chambre ordonne la mise en liberté immédiate des deux accusés en application de l'article 81. Alors, libération qui n'est évidemment pas pour le moment effective. On attend de connaître la stratégie du procureur qui a lui réclamé une suspension d'audience. Tous se retrouveront donc demain à nouveau devant les juges à partir de 10h. Rendez-vous a été donné à La Haye, mais eux ils n'ont pas attendu de connaître la suite des événements pour réagir. Eux ce sont les partisans de Laurent Gbagbo. On retrouve tout de suite notre correspondant qui est à leur côté, Thaïs Brook. Thaïs, bonjour. Vous avez suivi cette audience depuis Yopougon, c'est l'un des fiefs de Laurent Gbagbo. Un écran avait été dressé pour l'occasion, pour que les Ivoiriens puissent suivre cette décision de la justice internationale. Et depuis, vous assistez à des scènes de liesse à travers le pays. Oui, exactement. En tout cas, la température ne redescend pas. Les scènes de liesse se poursuivent. Toutes les voitures qui passent, vous pouvez d'ailleurs l'entendre derrière moi, klaxonnent. En tout cas, comme vous le disiez, je me trouve à Yopougon, dans un quartier réputé comme plutôt favorable à Laurent Gbagbo. Et c'était des scènes de liesse, une explosion de joie à l'annonce du verdict de la Cour pénale internationale. C'était vraiment ce qu'espéraient ces partisans. D'ailleurs, ils avaient l'air de pas vraiment en douter. Ils étaient ce matin, ils étaient entre leurs sentiments, oscillaient entre espoir et sentiment d'injustice. En effet, après l'amnistie décidée par Alassane Ouattara l'été dernier, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet étaient les seuls à faire face à la justice pour les crimes en lien avec la crise post-électorale. Alors, nous n'avons toujours pas réussi à joindre les représentants des associations de victimes de la crise qui s'étaient rassemblées hier et qui avaient manifesté pour protester contre une éventuelle libération de Laurent Gbagbo. Nous vous tiendrons au courant si nous arrivons à les joindre un petit peu plus tard. Collectif de victimes qui réunit quelques 8000 personnes alors que cette crise post-électorale, rappelons-le, avait fait près de 3000 morts. On imagine à l'heure où nous parlons que leur déception est aujourd'hui immense. Concrètement, l'acquittement et cette demande de libération, elle devrait intervenir assez vite. Qu'est-ce que cela signifie pour le pays ? Pour le pays en Côte d'Ivoire, écoutez, à moins de 2 ans de l'élection présidentielle, on peut légitimement penser que c'est un petit peu l'échiquier politique qui est en pleine, toutes les cartes sont rebattues. En effet, le pouvoir est partagé entre le RHDP d'Alassane Ouattara et le PDCI d'Henri Konan Bédié. On s'attendait à une opposition entre ces deux grands partis à la prochaine présidentielle de 2020. Eh bien, les cartes sont rebattues. Le FPI pourrait de nouveau se recomposer. Un FPI, le parti de Laurent Gbagbo, qui s'était séparé en deux branches il y a 5 ans. D'un côté, la branche dirigée par Pascal Affi-N'Guessan et de l'autre, celle des Gbagbo-Ouriens qui boycottent les élections depuis l'arrestation de l'ex-président en 2011. Alors un éventuel retour de Laurent Gbagbo dans le pays changerait tout. Quelles vont être les conséquences? Est-ce qu'il va pouvoir se présenter? Là, les questions restent toujours en suspens. Thaïs Brook, merci en direct donc d'Abidjan et en réaction à cette décision de la CPI. Marc, on l'a vécu ensemble tout à l'heure cette décision. Ça a duré une vingtaine de minutes et puis l'audience a été écourtée à la demande du procureur. On les retrouvera donc demain matin pour connaître la suite des événements. Peut-être l'appel qui sera demandé. A priori, c'est le scénario qui est privilégié à La Haye. Oui, c'est ce que le bureau du procureur avait laissé entendre à la fin de l'année dernière, qu'il interjetterait appel si une telle décision a été prise. Donc on peut imaginer que ce sera la décision qui a été prise, à moins qu'une fois qu'ils auront lu la décision motivée des juges, ils décident que ça ne sert à rien de faire appel et qu'ils
ne le feront pas. On ne le sait pas parce qu'on a assisté à un moment un petit peu étrange où le procureur, où le procureur a affirmé que normalement les juges auraient dû donner leur décision écrite, mais que ça n'a pas été fait, donc il ne peut pas se prononcer. Ce qui est un petit peu étrange, mais on en saura plus demain matin. En tout cas, comme le disait Thijs Broek très justement, c'est un tremblement de terre politique en Côte d'Ivoire. Reste à voir si Laurent Gbagbo va rentrer, dans quelles conditions, parce qu'il y a peut-être encore des poursuites contre lui là-bas par la justice ivoirienne, mais c'est évidemment aussi un tremblement de terre à La Haye. Et pour la CPI, il y a eu les échecs Kenyatta, l'actuel président du Kenya, Jean-Pierre Bemba, a quitté il y a quelques mois. Maintenant, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ça commence à faire beaucoup pour une cour dénoncée par certains dirigeants africains comme raciste. Ça pose la question peut-être pas tellement de la cour dans son ensemble, mais de la stratégie du bureau du procureur. Le premier procureur, Luis Moreno Ocampo, c'est lui qui a mené ces enquêtes sur la Côte d'Ivoire. On sait aussi qu'il y a eu des interactions avec les autorités françaises pour le transfèrement de Laurent Gbagbo, qui avait d'abord été arrêté, qui avait passé 6 mois en détention, qui a été envoyé à La Haye un petit peu en catimini. Fatou Bensouda, qui a succédé à Luis Moreno Ocampo, a poursuivi cette stratégie, mais on a vu très clairement, pour ceux qui suivent le projet de près, qu'il y avait un gros problème il y a quelques mois quand l'accusation a arrêté au milieu de sa liste de témoins de les présenter au bout de 82 parce que ça n'allait pas bien. Et du coup, les avocats de Laurent Gbagbo se sont infiltrés dans la brèche en demandant dès juillet dernier, non pas seulement sa libération provisoire, ce qu'ils avaient déjà fait une dizaine de fois, mais son acquittement. Et la stratégie a payé aujourd'hui. Les deux sont acquittés, libération immédiate demandée, et donc il pourrait être libre d'ici quelques jours. C'est une décision historique. Et possible retour au pays. On voit loin devant, mais en tout cas, ses partisans, son clan s'y est préparé et attend ce retour au pays. Nous sommes en direct avec Vincent Hugeux. Bonjour, vous êtes grand reporter à l'Express, spécialiste de l'Afrique. Vous aviez couvert l'actualité ivoirienne et notamment cette période de crise, de violence post-électorale. Coup de tonnerre, vous diriez, vous, aujourd'hui, après l'annonce de cette décision de la CPI, l'acquittement et la demande de libération immédiate de Laurent Gbagbo? Bonjour. Alors, sans l'ombre d'un doute, un coup de tonnerre et un coup de tonnerre dans un ciel pas vraiment serein, ni au-dessus de La Haye, ceci vient d'être mentionné à juste titre à l'instant, ni bien entendu en Côte d'Ivoire. Alors, je ne reviens pas sur le camouflet infligé à la CPI, qui devra désormais remettre son titre en jeu, si titre il y a, sur le dossier de la République centrafricaine, puisque des enquêtes ont été engagées en la matière, mais ciel pas très serein, disais-je également en Côte d'Ivoire, car nous sommes dans une période déjà intensément préélectorale, avec l'échéance de 2020, que Laurent Gbagbo, fût à distance, avait repris les rênes de son parti, le FPI, qui était fragmenté, divisé, tiraillé en son absence physique, et que même si l'on imagine assez mal qu'il, dans la mesure où il en serait capable, se présente pour la magistrature suprême, pour retrouver la présidence perdue, il est évident que son ombre ou sa présence vont peser d'une manière écrasante sur la scène politique nationale. Tout à l'heure, nous étions avec Florent Gel de la FIDH qui évoquait ces accords au plus haut niveau de l'État ivoirien entre Alassane Ouattara et le camp Gbagbo pour parvenir à cette réconciliation. On n'a pas oublié l'amnistie de Simone Gbagbo l'été dernier et son retour au pays. Qu'en est-il de cette réconciliation nationale entamée et toujours pas aboutie? Écoutez, je pense que ce qui n'a pas été fait hier ou avant-hier ne le sera pas demain. Le vrai défaut de la cuirasse présidentielle d'Alassane Ouattara, c'est de ne pas avoir posé au début de son premier mandat les actes qui auraient pu convaincre les Ivoiriens qu'il n'y avait pas de dissymétrie judiciaire. Et notamment sur le plan strictement national. Dès lors qu'il n'a pas consenti à sacrifier quelques-uns des chefs de guerre qui avaient agi en sa faveur et qui s'étaient rendus également
coupable de crimes graves, eh bien il était poursuivi par cette suspicion. Et je ne crois pas qu'on puisse en quelque sorte effacer, passer à l'ardoise magique cette période. D'autant plus, rappelons-le, que la libération de Simone Gbagbo, qui entretient, on le sait, des relations extrêmement tempétueuses avec son époux, eh bien n'était pas le fruit d'une décision de justice, qui avait été bel et bien condamnée pour atteinte à la sûreté de l'État, mais le fruit d'une amnistie qui est par définition une prérogative régalienne. Il y avait là clairement un calcul qui visait à réintroduire le FPI, ou une partie de ce parti d'ailleurs, dans le jeu politique ivoirien. Donc le retour de Laurent Gbagbo change tout, parce qu'il est évident que son aura, le magistère qu'il exerce auprès de ses fidèles, est d'une autre nature. J'ajoute quand même un élément important, c'est que certes la CPI demande maintenant sa libération. Est-ce que ça veut dire pour autant que justice a été faite? Je ne le crois pas, et certainement pas dans l'esprit des victimes et de leurs familles, qui déjà d'ailleurs hier protestaient à Abidjan contre l'hypothèse de cette libération. Donc vous savez, il ne peut pas y avoir, pardon d'utiliser là un slogan relativement éculé, mais pas de paix sans justice, et donc pas de réconciliation sans justice. Si vous avez des milliers d'Ivoiriens, il y a eu quand même 3000 morts dans ces violences post-électorales, qui ont le sentiment que la justice n'a été rendue ni au pays, ni bien loin là-haut, aux Pays-Bas, eh bien je ne pense pas que vous avez un socle suffisamment robuste pour asseoir cette fameuse réconciliation. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est que l'on pourrait assister à terme, mais dans le cas aussi d'un éventuel retour. Alors les ambitions de Laurent Gbagbo n'ont pas été clairement formulées, mais on sait que, en tout cas, ses partisans le verraient bien de nouveau relancé dans la course à la présidentielle. Est-ce que cela pourrait mener à de nouveaux affrontements entre deux pans de la société ivoirienne? Évidemment, personne ne le souhaite, mais ce que je signale simplement, c'est que dès lors que l'assise d'une réconciliation voulue, assumée, délibérée, volontariste n'a pas été posée, il reste évidemment un risque de fracture. Sur le devenir politique de Laurent Gbagbo que vous évoquiez, j'en ai discuté il y a quelques jours avec un de ses visiteurs réguliers et un ami de toujours, qui estime que certes il restera puissamment engagé dans la vie politique ivoirienne sans pour autant briguer la magistrature suprême, mais il sera à minima un faiseur ou un défaiseur de roi. Merci beaucoup Vincent Lejeune d'avoir été avec nous en réaction à cette décision prise ce matin par la justice internationale, par la CPI. Arrêtons-nous un instant sur le profil de Laurent Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Il reste, malgré son exil, une figure de la classe politique ivoirienne. Nos invités, nos intervenants ne cessent de le répéter. Son retour au pays à moins de 2 ans de l'élection présidentielle serait pour ses partisans une chance inespérée. L'échiquier politique se verrait, lui, grandement bouleversé. Son portrait tout de suite, regardez. Il a passé plus de 7 ans en détention au quartier pénitentiaire de la CPI. Laurent Gbagbo, 73 ans, est le premier ancien chef d'État à avoir été remis à la cour. Laurent Gbagbo, c'est l'histoire de plusieurs décennies de lutte contre le pouvoir en place et pour la conquête de la présidence ivoirienne. Militant lors de ses études, Laurent Gbagbo devient professeur d'histoire et gagne ses galons de résistant politique face au président de l'époque, Félix Houphouët-Boigny. En 1982, il fonde dans la clandestinité le FPI, le Front populaire ivoirien, avant de s'exiler en France. 6 ans plus tard, Laurent Gbagbo revient en Côte d'Ivoire avec l'intention de reprendre son combat contre le parti unique. En 1990, le FPI est autorisé. Il se présente alors une première fois à l'élection présidentielle contre le père de l'indépendance, Félix Houphouët-Boigny. Le succès n'est pas au rendez-vous, mais Laurent Gbagbo fait son entrée au Parlement, ce qui lui donne une tribune contre le pouvoir en place. Il devient un opposant crédible et se lance à nouveau dans la course à la présidentielle en 2000. Les résultats sont contestés, mais il accède à la fonction suprême. À partir de cet instant, j'estime que le gouvernement de transition est dissous et n'a plus sa raison d'être. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État. Mais les premiers temps de sa présidence vont se révéler très compliqués. En 2002, alors qu'il est en voyage en Italie, le nouveau président ivoirien fait face à une tentative de putsch. Nous
nous ne sommes pas en face d'une mutinerie. Nous sommes bien en face d'une tentative de coup d'État. Le mandat de Laurent Gbagbo est marqué par une crise politico-militaire qui coupe le pays en deux. Dans le nord, des rebelles réclament le départ du président. L'élection présidentielle est repoussée à 6 reprises. Elle l'opposera en 2010 à Alassane Ouattara. Celui-ci est élu président d'après les résultats de la commission électorale certifiée par l'ONU. Mais la Cour constitutionnelle affirme, elle, que Laurent Gbagbo a gagné. S'ensuivent des affrontements sanglants entre les deux camps. Les exactions font plus de 3000 morts. Le président sortant et l'un de ses fidèles, Charles Blé Goudé, sont accusés par leurs opposants d'avoir organisé une campagne de meurtre et de viol. Le 11 avril 2011, Laurent Gbagbo est arrêté par les hommes d'Alassane Ouattara, aidés des forces françaises. 4 mois après, il est inculpé par la justice ivoirienne. En novembre 2011, il est transféré à La Haye pour y être jugé pour crime contre l'humanité. Son procès à la CPI s'ouvre le 28 janvier 2016. Laurent Gbagbo n'a jamais cessé de nier toutes les accusations. Les tentatives précédentes de la Cour pénale internationale à juger des responsabilités politiques, des personnalités politiques de haut rang, l'essentiel en Afrique, ont toutes rencontré des obstacles. On l'évoquait tout à l'heure, obstacles rencontrés avec le président kényan, Uhuru Kenyatta, c'était en 2014. Obstacles aussi avec l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, acquitté à la surprise générale en appel en juin dernier. Et aujourd'hui, donc, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé acquittés, leur libération donc réclamée. Quel avenir dans ce contexte pour la CPI? Élément de réponse tout de suite avec notre correspondante à La Haye, Stéphanie Mopa. Alors la fin de la Cour pénale internationale, je ne sais pas, c'est néanmoins une lourde bureaucratie, une institution qui est malgré toutes ces erreurs qui est très bien implantée. Maintenant, est-ce que dans les prochaines années, elle ne jugera que des seconds couteaux, que des chefs de milice, la seule chose jusqu'ici qu'elle a été capable de faire réellement, puisqu'elle a obtenu 3 condamnations contre des miliciens, des seconds couteaux. C'est pas ce qu'on attendait de cette Cour internationale. Et c'est vrai que ça porte un coup très important à sa crédibilité. Alors, je me méfie parce qu'on avait déjà parlé de coup fatal lorsque M. Kenyatta avait bénéficié d'un non-lieu. On avait parlé de coup fatal lorsque Jean-Pierre Bemba avait été acquitté en juin dernier. Donc là, coup fatal ou non, c'est difficile de dire. Il est vrai que le climat n'est pas en faveur d'une telle cour internationale. Beaucoup d'États luttent contre cette cour et des États qui sont puissants, les États-Unis, la Russie, la Chine, ne sont pas favorables à cette cour qui est considérée comme un organe supranational au-dessus des États et qui va à l'encontre de leur propre souveraineté. Donc il y a effectivement beaucoup d'ennemis de cette cour. Ces ennemis vont trouver des éléments supplémentaires avec l'acquittement de Laurent Gbagbo et avec cette succession d'échecs qu'enregistre la cour. De là à dire qu'elle fermera ses portes demain, je pense que c'est pas très réaliste. Et que l'idée de justice internationale perdure. C'est-à-dire que si ce n'est pas devant une cour internationale, l'idée de poursuivre, de lutter contre l'impunité ou de poursuivre des criminels de masse reste une donnée importante et qui s'enracine finalement de plus en plus. On voit maintenant beaucoup de gens demandent à ce que cette justice se déroule sur le territoire où ont été commis les crimes, qu'on retourne non plus à cette justice supranationale qu'on soupçonne d'être instrumentalisée et qui l'est parfois, mais que ça se passe, que les procès se déroulent devant les justices nationales avec des juges internationaux, des juges censés être indépendants et impartiaux. Et c'est un peu le système qu'a mis en place par exemple la Centrafrique avec la Cour pénale spéciale, qui est censé juger les criminels de guerre dans son pays, mais qui reçoit un soutien international avec des responsables internationaux, un procureur ou juge qui conduisent les procès sur le sol de la Centrafrique. Donc, autant on peut dire que la Cour prend un coup vraiment important aujourd'hui, la justice internationale continuera d'exister, plus ou moins bien, mais elle continuera d'exister. Le mouvement est assez puissant pour perdurer. Et voilà ce que l'on pouvait dire de cette audience suspendue et qui reprendra donc demain matin à 10h à La Haye. On attend évidemment de connaître la réponse du procureur à cette demande d'acquittement, à cette demande de libération de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé.
Les débats à la Chambre des communes sont bel et bien terminés. L'heure est maintenant au vote. C'est le jour J pour les députés britanniques. Rendez-vous historique pendant lequel les parlementaires vont donc devoir trancher pour ou contre l'accord de divorce scellé entre Londres et Bruxelles. Dans une ultime adresse, hier, Theresa May a exhorté l'hémicycle à réfléchir à 2 fois avant de voter. Écoutez-la. Si plutôt que de partir avec un accord, cette Chambre bloquait le Brexit, ce serait antidémocratique. Et cela reviendrait à dire au peuple, nous avons été élus pour vous servir, mais nous ne le faisons pas. Donc je dis à tous les membres de cette Chambre, peu importe quelles étaient vos conclusions, pendant ces prochaines 24 heures, penchez-vous à nouveau sur cet accord. Non, il n'est pas parfait et oui, c'est un compromis. Et la Première ministre britannique d'ajouter sur un ton grave, les gens regarderont cette décision dans les livres d'histoire. Theresa May qui s'adressera une dernière fois à la Chambre des communes cet après-midi avant ce rendez-vous de ce soir, 20h, heure française, celle à laquelle le vote débutera. Toutes les options sont évidemment envisagées, à commencer par le rejet de l'accord, scénario à ce jour privilégié. Les explications de Julien Cheida. 1 an et demi de négociations et toujours aucune certitude. La première hypothèse est simple. Le Parlement britannique approuve l'accord sur le Brexit et entérine la sortie du Royaume-Uni le 29 mars 2019. En revanche, si les députés votaient contre l'accord, Theresa May aurait l'obligation de proposer un plan B avant le 21 janvier. Elle pourrait alors proposer de modifier l'accord, de repousser la date du Brexit, de l'annuler ou d'organiser un nouveau référendum. Jusqu'à présent, les 27 ont toujours refusé de renégocier l'accord final sur le Brexit. Dans ces conditions, il est difficile d'imaginer une modification de l'accord suffisante qui satisferait les députés britanniques. Repousser la date du Brexit ne réglerait pas non plus le problème, car en mai prochain se tiendront les élections européennes, prévues sans les Britanniques. Autre hypothèse, celle d'élections législatives anticipées dont rêve l'opposition travailliste et son leader, Jeremy Corbyn. Conséquence de ces multiples scénarios, faute d'accord, le Royaume-Uni quitterait l'Union européenne de façon unilatérale. C'est le Brexit dur. Autre hypothèse peu probable, les Britanniques resteraient dans l'Union européenne. Enfin, Theresa May reste sous la menace d'une démission forcée en cas d'alliance entre les conservateurs et les travaillistes. En France, maintenant, Emmanuel Macron donnera tout à l'heure à 15h le coup d'envoi de son grand débat national. Le chef de l'État lancera la consultation depuis Grand-Bourg-Tolleroud en Normandie. C'est face à 600 maires de la région qu'il présentera son initiative. Cette première sortie du président en région depuis un mois qui va se dérouler évidemment sous très haute sécurité alors que des gilets jaunes et des syndicats ont appelé à manifester sur place. Un arrêté préfectoral a d'ailleurs interdit tout rassemblement sur la commune jusqu'à demain, mercredi. D'ici au 15 mars prochain, les Français, eux, pourront s'exprimer donc sur 4 grands thèmes et répondre à la trentaine de questions posées par le chef de l'État dans sa lettre. Initiative inédite dont la mise en œuvre reste toutefois encore floue. Un pari surtout pour le gouvernement censé répondre à la crise des gilets jaunes. Regardez. Il y a la lettre, celle qu'ont pu lire les Français dans la presse, la route en quelque sorte du grand débat national, et il y a donc les pilotes. Faute de Chantal Joanneau, un ministre, Sébastien Lecornu, et une secrétaire d'État, Emmanuelle Wargon. Face aux possibles critiques sur le manque d'indépendance d'un tel attelage, 5 garants vont aussi être nommés. Le débat sera impartial, jure le gouvernement. Le gouvernement organise les élections en France. C'est les services de l'État qui organisent les élections. Personne n'a remis en cause le résultat des élections en France. Nous n'ordonnons rien aux maires. Nous ne leur commandons rien. Nous leur proposons, s'ils le souhaitent, d'organiser un débat. Le gouvernement qui fournit aussi clé en main le mode d'emploi technique du débat. Des pages vierges à remplir et les données statistiques pour chaque territoire. Quelle situation de l'emploi, du logement, des transports. L'idée est d'aller au plus près du quotidien. On connaît aussi quelques-unes des questions suggérées par Emmanuel Macron. Quels impôts faut-il baisser ou encore quelle dose de proportionnel aux législatives? Pourtant, sur les ronds-points, les gilets jaunes qui ont lu la lettre n'ont pas été convaincus. Toutes les mesures qui ont été prises depuis 18 mois, ils ne veulent pas revenir dessus. C'est ça qui a été dit. On devrait poser des questions vraiment dignes de son nom au peuple de la France d'en bas. Il y a des questions que personnellement, moi je ne comprends pas. Dans le monde politique sans surprise, les commentaires oscillent entre doute et déception.
Le fait qu'on puisse augmenter les salaires, qu'on puisse revenir sur cet impôt sur la grande fortune, tout ça n'est pas dans la discussion. Comment éviter aussi que ce soit une succession de cases individuelles? Se lever pour dire, moi je suis dans telle situation, j'ai ci, j'ai ça, et répondez à ma situation, alors que le voisin, il est dans une situation extrêmement différente. Et à ce moment-là, on tourne en rond. Emmanuel Macron est au moins rassuré sur un point. Chez les Républicains et au PS, les partis qui comptent le plus d'élus locaux, beaucoup, se disent prêts à participer au débat. C'est la fin de ce journal. On se retrouve dans 5 minutes environ pour un nouveau journal. À tout de suite. On a toujours voulu que ça change. Et on ne sait plus quand ça a commencé. Mais ça y est, ça bouge. Avec le nucléaire et en doublant la part des énergies renouvelables, on peut ensemble produire une électricité plus faible en CO2. Devenons l'énergie qui change tout. Rejoignez-nous sur edf.fr. Bonjour, je suis Kalki, je suis sur Mumbai et vous allez venir avec moi découvrir ma carrière à Bollywood sur France 24. Kalki est la seule Française à s'être imposée à Bollywood. Ensemble, nous allons déambuler dans les rues de Bombay et les couloirs des musées. Ensuite, nous irons à la rencontre du compositeur de musique de film Naren Chandavarkar. Émission spéciale du Paris des Arts sur France 24. Soleil ou pas, les UV sont là. Regardez la météo et protégez vos yeux des UV avec les verres Zeiss UV Protect. Ces produits sont des dispositifs médicaux. C'était la météo avec Zeiss UV Protect. La protection UV totale pour les verres du quotidien. Ces produits sont des dispositifs médicaux. Vin pétillant exceptionnel, symbole de fête dans le monde entier. Cette semaine, C'est en France vous emmène à la découverte du champagne. Est-ce qu'il vaut mieux boire dans une flûte? Une émission à ne pas manquer sur France 24 et france24.com. À la une de l'actualité, l'acquittement prononcé pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet. La CPI vient de rendre ce matin sa décision d'ordonner la libération immédiate de l'ancien président ivoirien, de son ex-ministre, faute de preuves de leur responsabilité dans les violences post-électorales. La Cour les juge donc innocent de ces crimes. Le procureur a lui réclamé une suspension d'audience. Il dira demain s'il fait ou non appel de cette décision. On assiste en tout cas depuis côté ivoirien, côté pro-Gbagbo, à des scènes de liesse. On retrouvera sur place évidemment notre correspondant Thaïs Brook pour prendre la température 1 heure seulement après cette annonce. C'est le jour J pour le Royaume-Uni. Les députés britanniques vont décider ce soir s'ils entérinent ou non l'accord de divorce scellé avec Bruxelles. Le scrutin est prévu à partir de 20h. Réfléchissez bien là 2 fois avant de voter, a lancé hier Theresa May dans une ultime adresse aux parlementaires.
Et puis Emmanuel Macron sera cet après-midi dans l'Eure en Normandie devant 600 maires de la région réunis pour l'occasion. Le chef de l'État lancera son grand débat national. Cette consultation inédite proposée aux Français jusqu'au 15 mars prochain.